Un millionnaire s'apprête à prendre un médicament prescrit par sa propre fille sans se douter du danger qui le guette. Un garçon pauvre rompt le silence et murmure « Ne prenez pas le médicament que votre fille va vous donner ». La tension monte lorsque le millionnaire commence à se méfier des intentions de sa propre famille. Et ce qu'il découvre ensuite change à jamais sa vision de la confiance et de la trahison. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Les lumières de Lyon brillaient à travers les grandes fenêtres du bureau de Marcel Lefort. À 68 ans, ce titan de l'industrie pharmaceutique française contemplait l'empire qu'il avait bâti de ses propres mains. Lefort Pharmaceutique, fleuron national dans la recherche et le développement de médicaments innovants, était le fruit de 50 années de travail acharné, de sacrifices innombrables et d'une vision inébranlable. Marcel ajusta sa cravate en soie et passa une main dans ses cheveux argentés. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un homme encore robuste, au regard perçant, mais quelque chose d'inhabituel le troublait depuis quelques semaines. Ce matin encore, il avait oublié le nom d'un collaborateur de longue date. Hier, c'était un dossier important qu'il avait égaré. Des incidents mineurs, certes, mais qui s'accumulaient de façon inquiétante. « C'est simplement la fatigue », murmura-t-il pour lui-même, refusant d'admettre que quelque chose de plus grave pourrait être en jeu. La porte de son bureau s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Seule sa fille, Camille Lefort, se permettait cette familiarité. Grande, élégante, dans son tailleur gris anthracite impeccable, elle incarnait la nouvelle génération d'entrepreneurs. Brillante, ambitieuse et impitoyablement efficace. « Papa, le conseil d'administration t'attend depuis 10 minutes, dit-elle, que d'une voix où l'impatience perçait sous la façade de calme professionnel. Marcel fronça les sourcils. « Le conseil? Mais c'est prévu pour demain. »« Non, c'est aujourd'hui. Je te l'ai rappelé hier soir et encore ce matin pendant le petit déjeuner. » Un silence embarrassant s'installa. Marcel chercha dans sa mémoire, mais ne trouva aucun souvenir de ces conversations. Il sentit une vague d'inquiétude monter en lui, mais la repoussa aussitôt. « Bien sûr, j'arrive », répondit-il en rassemblant précipitamment quelques documents. Camille l'observait avec une expression indéchiffrable. À 36 ans, elle était directrice des opérations de l'entreprise familiale et, de plus en plus, prenait les décisions que son père semblait incapable de gérer. Élevée dans l'ombre de ce géant des affaires, elle avait appris à parler le langage des chiffres avant celui des émotions. Marcel avait toujours privilégié l'excellence sur l'affection, la performance sur la présence. Leur relation, bien que respectueuse, restait empreinte d'une froideur que les années n'avaient jamais réussi à dissiper. Dans la salle du conseil, Marcel présenta les résultats du trimestre avec sa verve habituelle, mais à 2 reprises, il perdit le fil de ses pensées. Camille intervint discrètement, complétant ses phrases, corrigeant délicatement ses erreurs. Les membres du conseil échangèrent des regards préoccupés. Marcel Lefort, légendaire pour sa mémoire d'éléphant et sa précision chirurgicale, semblait diminuer. À la fin de la réunion, Camille annonça une série de changements organisationnels majeurs. Des licenciements dans certains départements, des recrutements de jeunes talents dans d'autres, une restructuration complète de la division recherche et développement. Marcel, qui n'avait pas été consulté sur ces décisions, garda le silence. Une fatigue soudaine l'avait envahi, comme si son corps et son esprit avaient atteint leurs limites. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans le quartier populaire de la Guillotière, un jeune homme nommé Lucas Mercier arpentait les rues à la recherche d'un travail. À 19 ans, après des années d'errance entre foyers d'accueil et périodes de rue, il avait trouvé refuge au Centre Espoir, un abri pour jeunes en difficulté dirigé par Sophie Dumas. Sophie, une femme de 50 ans aux yeux doux, mais déterminée, avait elle-même connu la précarité après avoir perdu son emploi chez Lefort Pharmaceutique 3 ans plus tôt. Ancienne responsable des ressources humaines, elle avait été licenciée lors d'une vague de modernisation initiée par Camille Lefort. Au lieu de sombrer dans l'amertume, elle avait canalisé son énergie dans cette association qui accueillait des jeunes comme Lucas, leur offrant non seulement un toit, mais aussi un accompagnement vers l'autonomie. « J'ai peut-être une piste, pour toi », dit Sophie en tendant un café à Lucas, revenu bredouille de ses recherches.
Lefort Pharmaceutique recrute des agents d'entretien temporaire pour leur nouveau bâtiment. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait être un début. Lucas haussa un sourcil. « Tu veux que je travaille pour les gens qui t'ont viré ?» Sophie sourit avec une sagesse tranquille. « La vie est trop courte pour les rancunes, Lucas. Et puis, c'est un bon salaire. Ça t'aiderait à économiser pour tes études. » Le jeune homme acquiesça. Malgré son parcours chaotique, Lucas avait toujours été un observateur attentif du monde qui l'entourait. Intelligent et sensible sous ses allures de dur, il rêvait de devenir infirmier, de réparer un peu de la souffrance qu'il avait vue autour de lui. Le lendemain, contre toute attente, Lucas fut embauché. La politique de diversité récemment mise en place par Camille Lefort, plus pour l'image que par conviction, avait joué en sa faveur. On lui assigna l'entretien des laboratoires et des bureaux exécutifs, y compris celui de Marcel Lefort. Sa première rencontre avec le PDG fut brève mais marquante. En nettoyant son bureau tard un soir, Lucas trouva Marcel endormi sur son fauteuil, des documents éparpillés autour de lui. En s'approchant pour ramasser discrètement les papiers, il remarqua que l'homme marmonnait dans son sommeil, semblant lutter contre des fantômes invisibles. « Qui êtes-vous » La voix soudaine de Marcel fit sursauter Lucas. Le vieil homme s'était réveillé et le regardait avec confusion. « Lucas Mercier, monsieur. Je suis nouveau à l'entretien. » Marcel cligna des yeux plusieurs fois comme pour éclaircir sa vision. « Bien sûr, Pardonnez-moi, je travaillais tard. Vous voulez que j'appelle votre chauffeur, monsieur ?»« Non, ma fille va venir me chercher. Elle s'occupe de tout maintenant. » Il y avait dans cette phrase une résignation qui frappa Lucas. Pour la première fois, il voyait au-delà du costume impeccable et de la réputation intimidante. Marcel Lefort n'était qu'un homme vieillissant, peut-être malade, accroché aux derniers vestiges de son règne. Au même moment, Camille Lefort quittait le bureau de son médecin personnel, le docteur Laurent Vasseur. Dans son sac à main se trouvait une ordonnance qui n'apparaîtrait jamais dans aucun dossier officiel. « Les symptômes vont s'intensifier progressivement », avait expliqué le médecin. Confusion, faiblesse physique, troubles de la mémoire. Rien qui ne puisse être attribué naturellement au stress et à l'âge. Camille avait hoché la tête, son visage parfaitement composé, ne trahissant aucune émotion. « Et il n'y aura aucune trace détectable ?»« Pas avec les dosages que je vous ai indiqués. C'est indétectable même lors d'analyses approfondies. » En sortant dans la nuit lyonnaise, Camille resserra son manteau autour d'elle. Dans son esprit défilaient les années d'indifférence, les attentes impossibles à satisfaire, les « tu peux faire mieux » permanents. Marcel Lefort avait forgé sa fille à son image. Efficace, brillante, impitoyable. Il ne pouvait pas se plaindre du résultat. « Tu m'as appris à gagner à tout prix, papa » murmura-t-elle. « Maintenant, c'est mon tour. De jouer. » Les semaines suivantes virent l'état de Marcel se détériorer progressivement. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il signait des documents. Il perdait régulièrement le fil de ses pensées au milieu des réunions. Parfois, il oubliait des rendez-vous importants ou confondait les noms de ses collaborateurs les plus proches. Ces incidents, d'abord isolés, devenaient de plus en plus fréquents, suscitant des murmures inquiets dans les couloirs de Lefort Pharmaceutique. Camille, quant à elle, gérait la situation avec une efficacité remarquable. Aux yeux du monde, elle était la fille dévouée qui soutenait son père vieillissant tout en maintenant l'entreprise à flot. Elle réorganisait son emploi du temps, simplifiait ses responsabilités et intervenait discrètement lorsque sa confusion devenait trop évidente. Chaque matin et chaque soir, elle veillait personnellement à ce qu'il prenne ses médicaments, des comprimés soigneusement préparés selon les indications du docteur Vasseur. « C'est pour ton cœur, papa », expliquait-elle avec une sollicitude apparente. « Le médecin insiste pour que tu les prennes régulièrement. » Marcel acquiesçait, reconnaissant de cette attention. Malgré les années de distance émotionnelle, quelque chose semblait avoir changé dans leur relation. Camille était plus présente, plus attentionnée qu'elle ne l'avait jamais été. Une partie de lui savourait cette proximité tardive, comme si les fragments brisés de leur lien père-fille commençaient enfin à se recoller. Une autre partie, cependant, plus primitive et instinctive, ressentait un malaise grandissant qu'il ne parvenait pas à expliquer. Un soir, alors que Camille le croyait endormi dans sa chambre,
Marcel l'entendit parler au téléphone dans le couloir de leur luxueuse demeure des Monts d'Or surplombant Lyon. « Les doses sont parfaitement calculées », disait-elle à voix basse. « Il devient de plus en plus docile. Encore quelques semaines et il sera prêt à signer la procuration générale. » Un silence puis « Non, personne ne se doute de rien. Tout le monde attribue ses symptômes à l'âge et au surmenage. Même lui commence à croire qu'il perd la tête. » Le cœur de Marcel s'accéléra douloureusement. Les mots de sa fille résonnaient dans son esprit embrumé, tentant de percer le voile de confusion qui l'enveloppait depuis des semaines. Était-il possible que... Non, Camille ne pourrait jamais. Et pourtant, les fragments de cette conversation s'assemblaient en une réalité terrifiante qu'il n'était pas sûr de pouvoir affronter. Le Zaïd. Lendemain matin, il observa les comprimés que Camille lui tendait avec son habituel sourire rassurant. Pour la première fois, il remarqua que ces médicaments ne ressemblaient à aucun de ceux qu'il avait pris par le passé. Il les avala néanmoins, incapable dans son état de confronter sa fille, mais décidé à rester vigilant. Pendant ce temps, Lucas s'intégrait progressivement à l'environnement de l'effort pharmaceutique. Discret et efficace, il passait pratiquement inaperçu, ce qui lui permettait d'observer les dynamiques internes de l'entreprise. Il avait rapidement remarqué l'atmosphère tendue qui régnait autour de Camille Lefort. Les employés plus anciens semblèrent la craindre, tandis que les jeunes recrues, triées sur le volet par elles-mêmes, lui vouaient une admiration mêlée de terreur. Un soir, alors qu'il nettoyait le bureau de Camille, Lucas fut témoin d'une scène qui éveilla sa curiosité. Camille était au téléphone, visiblement contrariée. « J'ai dit discrètement, Laurent. Comment vais-je expliquer une ordonnance pour des substances contrôlées ? Non, continue à me les fournir directement. Personne ne doit faire le lien entre ces produits et mon père. » Elle se tut brusquement en apercevant Lucas. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-elle sèchement. « Je viens faire le ménage, madame, comme tous les soirs à cette heure. » « Sortez, revenez plus tard. » Lucas s'éclipsa, mais les mots qu'il avait entendus résonnaient dans son esprit. Quelque chose ne tournait pas rond, et cela semblait concerner directement Marcel Lefort. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, il partagea ses inquiétudes avec Sophie au téléphone. « Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je crois que Monsieur Lefort est en danger. Sa propre fille pourrait être en train de... je ne sais pas, de le manipuler d'une façon ou d'une autre. » Sophie resta silencieuse un moment. « Lucas, ce sont des accusations très graves. Les Lefort sont l'une des familles les plus puissantes de Lyon. Si tu te trompes, ou si tu es découvert... » « Je sais, mais j'ai vu comment il est. Confus, affaibli. Et j'ai entendu des choses, des médicaments, des substances contrôlées. Quelque chose ne va pas. Sois prudent, Lucas. Observe, mais ne t'implique pas directement. Pas encore. » Mais le destin en décida autrement. Ce même après-midi, alors que Lucas nettoyait le bureau de Marcel, celui-ci fut pris d'un malaise soudain. Il s'effondra, tremblant, le souffle court, les yeux révulsés. Sans hésiter, Lucas appela les secours puis tenta de stabiliser le vieil homme. À sa grande surprise, ce fut Camille qui arriva la première, comme si elle avait anticipé l'incident. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en s'agenouillant près de son père. « Je ne sais pas, madame, il s'est effondré d'un coup. J'ai appelé une ambulance. »« Annulez cet appel, » ordonna-t-elle sèchement. « Mon père déteste les hôpitaux. Son médecin personnel va venir. Mais madame, il a besoin de soins urgents. Faites ce que je vous dis. » Le ton de Camille ne souffrait aucune réplique. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est une réaction à ces médicaments. Le docteur Vasseur sait quoi faire. Moins de 10 minutes plus tard, un homme élégant dans la cinquantaine arrivait. Il administra une injection à Marcel, qui reprit rapidement connaissance, bien que visiblement désorienté. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-il. « Une petite crise, papa, » répondit Camille avec douceur. « Rien de grave. Le docteur Vasseur dit que c'est juste de la fatigue. » Le médecin acquiesça, mais Lucas remarqua qu'il évitait soigneusement le regard de Marcel. « Je vais ajuster votre traitement, monsieur Lefort. Ces incidents devraient diminuer progressivement. » Après le départ du médecin, Marcel fut ramené à son domicile. Lucas, profondément troublé par l'incident, décida de prendre une initiative risquée. Utilisant le prétexte de rapporter un document oublié, il se rendit chez les Lefort. La gouvernante, une femme âgée qui travaillait pour la famille depuis des décennies,
le conduisit à la bibliothèque où Marcel se reposait. À sa surprise, le vieil homme semblait beaucoup plus lucide que quelques heures auparavant. « Vous, Lucas, c'est ça ?» dit Marcel en le voyant entrer. « Oui, monsieur, je voulais m'assurer que vous alliez bien après. Ce qui s'est passé. » Marcel regarda prudemment autour de lui, puis fit signe à Lucas de s'approcher. « Ce n'était pas une crise ordinaire, » murmura-t-il. « Je suis en train de perdre le contrôle de mon propre corps, de mon esprit, et je commence à comprendre pourquoi. »« Monsieur ?»« Ma fille ?» Marcel hésita, comme si les mots eux-mêmes étaient trop terribles à prononcer. « Je crois que Camille m'empoisonne lentement, pour prendre le contrôle de l'entreprise, de ma fortune. » Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Ses soupçons prenaient une forme concrète, terrifiante. « Pourquoi? Me dites-vous cela à moi ?» demanda-t-il, conscient de sa position subalterne. Les yeux fatigués de Marcel se posèrent sur lui avec une intensité surprenante. « Parce que vous êtes le seul à avoir réellement essayé de m'aider aujourd'hui. Et parce que vous n'avez aucun intérêt dans cette histoire. Je n'ai plus beaucoup d'alliés, Lucas. J'ai passé ma vie à créer des concurrents, pas des amis. » 1-2. Bruit de pas dans le couloir les fit tous deux sursauter. Marcel reprit rapidement une expression plus neutre. « Le document est sur la table, jeune homme. Merci de l'avoir rapporté, » dit-il d'une voix plus forte alors que Camille entrait dans la pièce. Elle regarda Lucas avec suspicion. « Que faites-vous ici ?»« Il me rapportait un dossier important, » intervint Marcel. « Un garçon serviable. Tu devrais envisager de lui donner un poste plus permanent. » Camille sourit froidement. « Nous verrons, papa. Maintenant, tu devrais te reposer. Et vous, monsieur Mercier, je crois que votre service est terminé pour aujourd'hui. » En quittant la demeure des Lefort, Lucas savait qu'il venait de franchir un point de non-retour. Il était désormais impliqué dans un conflit familial, aux enjeux potentiellement mortels. Et pour une raison qu'il ne s'expliquait pas encore, complètement il avait choisi son camp, celui d'un vieil homme vulnérable contre sa propre fille. Dans les jours qui suivirent, Marcel commença à feindre de prendre ses médicaments. Il les cachait sous sa langue, pour les recracher discrètement dès que Camille avait le dos tourné. Cette petite rébellion, aussi modeste fût-elle, lui procurait un sentiment de contrôle qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Progressivement, comme un brouillard qui se dissipe au petit matin, son esprit retrouvait une partie de sa clarté habituelle. Cependant, l'effet cumulé des substances qu'il avait ingérées pendant des semaines ne disparaissait pas si facilement. Il vivait dans un état étrange, alternant entre moments de lucidité cristalline et épisodes de confusion profonde. Cette instabilité rendait sa situation encore plus périlleuse. Il lui était impossible de prévoir quand son esprit le trahirait, quand les mots se déroberaient à lui en pleine conversation, quand ses jambes refuseraient soudain de le porter. Mais Marcel Lefort n'avait pas bâti un empire pharmaceutique en reculant devant l'adversité. Avec la méthodologie qui avait fait sa réputation, il commença à documenter ses symptômes, à noter les moments où ils s'intensifiaient, à chercher des corrélations avec ce qu'il mangeait ou buvait. Un pattern émergea rapidement. Ces moments de confusion survenaient systématiquement après avoir consommé quelque chose préparé par Camille ou par le personnel qu'elle supervisait directement. Ce jour-là, enfermé dans sa salle de bain, Marcel examina les médicaments qu'il était censé prendre. Des cachets blancs, sans marque, sans identification. Il en glissa quelques-uns dans un petit sachet qu'il dissimula dans la doublure de sa veste. S'il pouvait les faire analyser discrètement, il aurait une preuve concrète. Mais à qui faire confiance? Son cercle social se réduisait essentiellement à des partenaires d'affaires, des relations utiles, mais pas des amis sur lesquels compter dans une telle situation. Quant au médecin, le docteur Vasseur avait visiblement choisi son camp, et les autres praticiens qu'il connaissait étaient trop proches du milieu des affaires lyonnais. Un mot indiscret, et Camille serait immédiatement alertée. Ses pensées se tournèrent vers Lucas. Ce jeune homme qui semblait être le seul à avoir perçu sa détresse, qui avait osé venir le voir malgré les risques. Mais pouvait-il vraiment placer le destin de son entreprise, de sa vie même, entre les mains d'un simple agent d'entretien qu'il connaissait à peine? Pendant ce temps, Lucas avait partagé ses découvertes avec Sophie. Dans le petit bureau du Centre Espoir, ils avaient longuement discuté de la situation. « Je comprends ton inquiétude, » dit Sophie,
Mais nous devons être prudents. Si ce que tu soupçonnes est vrai, Camille Lefort est en train de commettre un acte gravissime. Ce genre de personne ne reculera devant rien pour protéger ses intérêts. Justement, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Marcel Lefort est en danger. Sophie passa une main dans ses cheveux grisonnants, réfléchissant intensément. J'ai peut-être une idée. Quand j'étais aux ressources humaines chez Lefort, j'ai travaillé avec une femme, Jeanne Moreau. Elle est devenue infirmière et travaille maintenant à la clinique La Sauvegarde. Elle pourrait nous aider à analyser ses médicaments discrètement. Tu crois qu'elle accepterait? C'est risqué pour ça. Carrière. Jeanne a une dette envers moi. Et puis elle avait été licenciée lors de la même restructuration que moi. Je doute qu'elle porte les Lefort dans son cœur. Le lendemain, un plan fut mis en place. Lucas devait récupérer des échantillons des médicaments et les transmettre à Jeanne via Sophie. Pendant ce temps, Sophie entreprendrait des recherches sur les antécédents du docteur Vasseur et sur les récentes décisions d'affaires de Camille. À Lefort Pharmaceutique, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Les rumeurs sur l'état de santé de Marcel se multipliaient, alimentées par ses absences répétées et ses comportements erratiques lors des rares réunions auxquelles il assistait encore. Camille, quant à elle, consolidait son pouvoir. Elle avait fait embaucher plusieurs de ses anciens camarades d'école de commerce, des jeunes ambitieux qui lui étaient entièrement dévoués. Les employés plus expérimentés étaient progressivement écartés des postes clés, remplacés par ces nouvelles recrues plus malléables. Ce jour-là, alors que Lucas nettoyait le bureau de Marcel, celui-ci lui fit discrètement signe d'approcher. « J'ai besoin de votre aide », murmura-t-il en lui glissant le petit sachet contenant les comprimés. « Pouvez-vous faire analyser cela, sans que personne ne le sache ?» Lucas dissimula rapidement le sachet. « Oui, monsieur, j'ai une amie qui peut nous aider. Soyez prudent, ma fille a des yeux partout. » Comme pour confirmer ses paroles, la porte du bureau s'ouvrit brusquement, révélant Camille accompagnée d'un homme que Lucas n'avait jamais vu. Grand, athlétique, avec un regard froid qui évaluait immédiatement la scène. « Papa, je te présente Adrien Mercier, notre nouveau responsable de la sécurité, » dit Camille d'un ton léger qui contrastait avec la tension palpable dans la pièce. Marcel et Lucas échangèrent un regard furtif, conscient que ce n'était pas une coïncidence. Camille soupçonnait quelque chose. « Enchanté », répondit Marcel avec une cordialité forcée. « Je ne savais pas que nous avions besoin de renforcer notre sécurité. »« Oh, c'est juste une précaution », répondit Camille. « Avec toutes ces nouvelles technologies, on n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas, Lucas ?» Le jeune homme sentit son cœur s'accélérer sous le regard inquisiteur de Camille. « Certainement, madame », répondit-il en reprenant son balai, feignant l'indifférence. Ce soir-là, Lucas quitta l'entreprise avec l'impression d'être suivi. À plusieurs reprises, il se retourna brusquement, mais ne vit personne. Était-ce de la paranoïa ou une réalité? Il décida de ne pas prendre de risques et fit plusieurs détours avant de rejoindre le centre Espoir. Sophie l'attendait, visiblement inquiète. « Tu as les médicaments ?»« Oui, mais je crois que Camille se doute de quelque chose. Elle a embauché un type pour la sécurité qui me regardait comme s'il voulait lire dans mes pensées. Nous devons accélérer alors. J'ai appelé Jeanne, elle peut les analyser dès ce soir. Et j'ai découvert des choses intéressantes sur Camille. » Sophie déplia plusieurs documents sur la table de la cuisine déserte du centre. « Regarde, depuis 6 mois, elle a initié une restructuration majeure de l'entreprise. Des filiales ont été vendues, d'autres créées. Des actifs ont été transférés vers des sociétés offshore. Et devine quoi? La plupart de ces nouvelles entités ont été enregistrées à son nom personnel, pas au nom de Lefort Pharmaceutique. Elle détourne les actifs de l'entreprise? Pas exactement. Légalement, tout semble en ordre. Marcel a signé tous les documents nécessaires. Mais pourquoi un homme d'affaires aussi avisé autoriserait-il de telles manœuvres qui à terme diminuent la valeur de son entreprise tout en enrichissant sa fille? Parce qu'il n'était pas dans son état normal quand il a signé, conclut Lucas. Sophie acquiesça gravement. Et ce n'est que le début. Dans 2 semaines, il y a une assemblée générale extraordinaire. À l'ordre du jour, la nomination de Camille comme PDG avec des pouvoirs étendus et la relégation de Marcel au titre honorifique de président fondateur, sans aucun pouvoir réel. Il faut l'empêcher de signer quoi que ce soit d'autre d'ici là et obtenir des preuves de ce qu'elle lui fait, ajouta Sophie.
Sinon, ce sera sa parole contre celle de sa fille, et dans son état actuel. Ils furent interrompus par l'arrivée de Jeanne, une femme énergique dans la quarantaine, au visage marqué par des années de travail hospitalier. Elle examina les comprimés avec attention. Je ne peux pas faire une analyse complète sans équipement spécialisé, mais je peux déjà vous dire que ces cachets n'ont rien à voir avec un traitement cardiaque standard. La forme, la texture, je pencherais plutôt pour un mélange de psychotropes. Probablement des benzodiazépines à forte dose, peut-être combinés avec d'autres substances. Des psychotropes, répéta Lucas, choqué. Mais ça pourrait causer exactement les symptômes que vous décrivez, confirma Jeanne. Confusion, faiblesse, perte de mémoire. À long terme, ça peut aussi provoquer une dépendance et des dommages neurologiques permanents. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Ce qu'il soupçonnait prenait une forme plus concrète, plus terrifiante encore. Je peux emmener ces échantillons au laboratoire demain, poursuivit Jeanne. Un ami y travaille, il pourra les analyser discrètement. Mais ça prendra quelques jours pour avoir des résultats définitifs. Nous n'avons peut-être pas quelques jours, murmura Sophie, si Camille se doute que nous savons. Alors, nous devons agir maintenant, décida Lucas. Je vais retourner voir Marcel demain, lui expliquer ce que nous avons découvert. Ensemble, nous pourrons peut-être. La sonnerie de son téléphone l'interrompit. Un numéro inconnu. Lucas hésita, puis décrocha. « Monsieur Mercier ?» La voix de Camille Lefort était aussi froide que son regard. « J'aimerais vous voir demain matin dans mon bureau, à 8 heures précises. Nous avons à parler de votre avenir au sein de notre entreprise. » Lucas échangea un regard alarmé avec Sophie, alors que Camille raccrochait sans attendre sa réponse. « Elle sait, » dit-il simplement. Sophie prit sa main, la serrant fermement. « Sois prudent, Lucas. Cette femme est dangereuse, plus que nous ne l'imaginions. » Au même moment, dans la somptueuse demeure des Lefort, Marcel se tenait devant la fenêtre de sa chambre, contemplant les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. La ville qu'il aimait, l'entreprise qu'il avait bâtie, la fille qu'il avait élevée, tout semblait lui échapper, glissant entre ses doigts comme du sable fin. Une partie de lui se demandait s'il n'avait pas mérité ce qui lui arrivait. N'avait-il pas négligé Camille pendant toutes ces années, la traitant davantage comme une héritière que comme une fille? Ne lui avait-il pas enseigné que dans le monde des affaires, la fin justifiait les moyens? Mais une autre partie, plus fondamentale, se rebellait contre cette trahison. Quelle que soit sa responsabilité dans ce qu'était devenu Camille, il ne pouvait pas la laisser détruire l'œuvre de sa vie, ni mettre en danger les milliers d'employés qui dépendaient de l'effort pharmaceutique. Avec une détermination renouvelée, Marcel ouvrit le tiroir secret de son bureau et en sortit un petit carnet noir, son journal personnel, qu'il tenait depuis des décennies. Il commença à y consigner tout ce qu'il avait observé, tout ce qu'il soupçonnait. Si quelque chose devait lui arriver, ce journal serait son testament, sa dernière arme contre la trahison de sa propre fille. Le lendemain matin, Lucas se présenta au bureau de Camille avec un mélange d'appréhension et de détermination. Vêtu de son uniforme d'agent d'entretien, il frappa doucement à la porte avant d'entrer. La pièce, baignée de lumière naturelle, grâce à ses immenses baies vitrées donnant sur le Rhône, contrastait fortement avec le caractère glacial de son occupante. Camille, impeccable dans son tailleur bleu marine, l'attendait assise derrière son bureau en chêne massif. À sa droite se tenait Adrien Mercier, le nouveau responsable de la sécurité, les bras croisés dans une posture intimidante. « Asseyez-vous. »« Monsieur Mercier » dit Camille en indiquant la chaise face à elle. Son ton était étonnamment cordial, presque chaleureux. Lucas s'exécuta, tous ses sens en alerte. « Savez-vous pourquoi je vous ai fait venir ?»« J'imagine que cela concerne mon travail, madame. » Un sourire fin étira les lèvres de Camille. « En effet, votre travail et votre remarquable dévouement envers mon père. » Elle fit glisser un dossier vers lui. À l'intérieur, Lucas découvrit avec stupeur des photos de lui en conversation avec Marcel, d'autres le montrant avec Sophie, devant le centre Espoir, et même une image prise la veille au soir, alors qu'il remettait les médicaments à Jeanne. « Vous êtes très occupé pour un simple agent d'entretien, » poursuivit Camille, son sourire s'évanouissant. « J'apprécie l'initiative, mais pas quand elle dépasse certaines limites. » Lucas garda le silence, évaluant rapidement ses options. Nier semblait futile face aux preuves. « Mon père traverse une période difficile.
continua Camille. Une dégénérescence cognitive précoce, malheureusement. Les médecins sont formels. Dans ces moments, certains patients développent des idées paranoïaques, accusent à leurs proches de complots imaginaires. Elle soupira théâtralement. C'est douloureux de le voir ainsi, mais nous faisons tout pour lui offrir les meilleurs soins. Des soins qui incluent des psychotropes non prescrits officiellement? La question de Lucas jaillit avant qu'il puisse la retenir. Le visage de Camille se durcit instantanément. Je vois que vous êtes allé très loin dans vos investigations, c'est regrettable. Elle se leva et contourna le bureau, s'approchant de Lucas avec une démarche mesurée. Vous me semblez intelligent, monsieur Mercier. Ambitieux aussi. Ce sont des qualités que j'admire. Que diriez-vous d'une proposition? Lucas resta silencieux, méfiant. Je suis prête à vous offrir un véritable emploi. Pas un poste subalterne, mais quelque chose à la mesure de vos capacités. Assistant de direction, par exemple. Formation complète, salaire conséquent, appartement de fonction. Une vraie chance de sortir de votre situation actuelle. En échange de quoi? De votre discrétion, bien sûr, et de l'assurance que vous cesserez immédiatement vos petites enquêtes avec vos amis du centre d'hébergement. Lucas sentit son cœur s'accélérer. L'offre était tentante, presque irrésistible pour quelqu'un dans sa position. Une vie stable, confortable, loin des incertitudes qui avaient marqué son existence jusqu'ici. Et si je refuse? Le sourire de Camille revint, mais ses yeux restaient froids comme l'acier. Ce serait dommage. Pour vous, bien sûr, mais aussi pour cette charmante Sophie Dumas. Son centre survit grâce à des subventions, n'est-ce pas? Des subventions qui pourraient être reconsidérées. Et puis, il y a cette infirmière, Jeanne. Une carrière prometteuse, qui serait regrettable de voir compromise par des accusations de vol de médicaments. La menace était claire. Lucas sentit une vague de colère monter en lui, mais la réprima. Ce n'était pas le moment de céder à l'émotion. « Je comprends », dit-il finalement. « Votre offre est généreuse. » « Elle l'est, confirma Camille, visiblement satisfaite. « Prenez le week-end pour y réfléchir. Lundi matin, je veux votre réponse. Et d'ici là, bien sûr, pas un mot à qui que ce soit. » Elle fit un geste vers Adrien. « Monsieur Mercier vous raccompagnera à la sortie. Vous prenez congé pour aujourd'hui. » Lucas se leva, l'esprit en ébullition. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Camille ajouta « Oh, et Lucas, mon père a beaucoup d'imagination quand il est confus. Ne prenez pas tout ce qu'il dit pour argent comptant. » Dans le couloir, Adrien marcha silencieusement à ses côtés jusqu'à l'ascenseur. Juste avant que les portes ne se referment, il murmura « Un conseil, acceptez son offre. Les gens qui refusent Camille Lefort ont tendance à le regretter, amèrement. » Une fois dehors, Lucas prit plusieurs grandes inspirations, tentant de calmer son esprit chaotique. Camille savait tout, ou presque. Elle avait les moyens de détruire non seulement sa vie, mais aussi celle de Sophie et Jeanne. Et pourtant, l'idée d'abandonner Marcel à son sort lui était insupportable. Il se rendit directement au centre Espoir, où Sophie l'attendait avec impatience. « Alors, que voulait-elle » demanda-t-elle dès qu'il franchit la porte de son bureau. Lucas lui raconta tout, les photos, les menaces à peine voilées, l'offre d'emploi conditionnée à son silence. « Mon Dieu » murmura Sophie, « elle est encore plus dangereuse que je ne le pensais. Que devons-nous faire? Si nous continuons, elle pourrait fermer le centre, ruiner ta réputation. » Sophie secoua la tête, son visage reflétant une détermination tranquille. « Ce centre a survécu à pire que les menaces d'une héritière capricieuse, et je ne laisserai pas un homme être empoisonné sans rien faire, simplement parce que j'ai peur pour ma réputation. » Lucas sourit faiblement, reconnaissant pour ce soutien indéfectible. Jeanne a-t-elle obtenu les résultats des analyses? Pas encore, mais elle a confirmé que ces médicaments ne correspondent à aucun traitement cardiaque standard. Elle pense à un mélange de sédatifs puissants et d'autres substances qui affectent les fonctions cognitives. Nous avons besoin de ces résultats pour convaincre les autorités. Oui, mais cela ne suffira peut-être pas. Camille pourrait prétendre que ces médicaments ont été prescrits légitimement par le docteur Vasseur. Lucas réfléchit intensément. Nous avons besoin de plus de preuves. Des enregistrements de ces conversations, des documents montrant ses intentions réelles. C'est risqué, Lucas, et possiblement illégal.
Plus risqué que de laisser un homme être lentement détruit par sa propre fille? Sophie soupira. Tu as raison, mais nous devons être méthodiques, stratégiques. Ils élaborèrent un plan. Sophie, grâce à ses anciens contacts chez Lefort Pharmaceutique, tenterait d'obtenir un emploi temporaire dans les services administratifs sous un prétexte quelconque. Pendant ce temps, Lucas accepterait l'offre de Camille, gagnant ainsi sa confiance tout en recueillant des informations de l'intérieur. « Et Marcel ?» demanda Lucas. « Comment le protégeons-nous pendant ce temps? Je vais essayer de le contacter discrètement, lui faire savoir qu'il n'est pas seul, et peut-être... » Elle fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Lucas. Un numéro inconnu, différent de celui de Camille. Il décrocha avec méfiance. « Monsieur Mercier ?» La voix était celle d'une femme âgée, légèrement tremblante. « Je suis Mathilde, la gouvernante de Monsieur Lefort. Il souhaiterait vous voir. Ce soir, si possible. C'est urgent. »« Comment avez-vous eu mon numéro ?»« Monsieur Lefort me l'a donné il y a quelques jours, au cas où. Il semblait préoccupé. S'il vous plaît, venez à 20h. Mademoiselle Camille sera à une réception à l'hôtel de ville. Utilisez l'entrée de service dans le jardin. » Après avoir raccroché, Lucas partagea cette nouvelle information avec Sophie. « C'est peut-être un piège, » suggéra-t-elle, inquiète. « Peut-être. Mais si Marcel a vraiment besoin d'aide, je ne peux pas l'ignorer. Alors je viens avec toi. »« Non, » répondit fermement Lucas. « C'est trop dangereux. Si c'est un piège, inutile que nous tombions tous les deux. Et si ce n'en est pas un, tu es plus utile ici, à coordonner nos efforts. » À contre-cœur, Sophie accepta. Avant de partir, elle lui donna un petit appareil. Un enregistreur, minuscule mais puissant. On ne sait jamais ce que Marcel pourrait te révéler. Le soir venu, Lucas se rendit à la demeure des Lefort, le cœur battant. Comme convenu, il utilisa l'entrée de service et fut accueilli par Mathilde, une femme aux cheveux blancs et au regard vif qui semblait porter le poids des secrets de la famille. « Il vous attend dans sa bibliothèque, » murmura-t-elle. « Faites vite. Mademoiselle pourrait rentrer plus tôt que prévu. » Lucas traversa la maison silencieuse, impressionné malgré lui par l'opulence discrète des lieux. La bibliothèque était une vaste pièce aux murs couverts de livres, dominée par une cheminée en marbre où crépitait un feu doux. Marcel Lefort était assis dans un fauteuil en cuir, enveloppé dans une robe de chambre bordeaux. Il semblait plus fragile que jamais, mais ses yeux brillaient d'une lucidité retrouvée. « Lucas, » dit-il en lui faisant signe d'approcher, « merci d'être venu. J'imagine que ma fille vous a fait une proposition aujourd'hui. » « Comment le savez-vous ?»« Je la connais, c'est sa méthode habituelle, acheter ce qu'elle ne peut pas contrôler autrement. » Il sourit faiblement. « Allez-vous accepter ? Nous pensons que ce serait stratégiquement judicieux pour obtenir plus d'informations. » Marcel hocha la tête. Intelligent, mais dangereux. Il se pencha en avant, baissant la voix. « Écoutez-moi attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Depuis que j'ai arrêté de prendre ces médicaments, mon esprit s'éclaircit, mais je sais que Camille se doute de quelque chose. Elle devient plus insistante. » Il sortit de sa poche un petit objet métallique que Lucas reconnut comme une clé USB. « Prenez ceci. J'y ai copié des documents cruciaux, des transferts d'actifs suspects, des emails entre Camille et le docteur Vasseur, mon journal personnel où j'ai documenté mes symptômes, et surtout des enregistrements. J'ai installé un système d'écoute dans mon bureau et dans celui de Camille après avoir découvert ce qu'elle faisait. » Lucas prit la clé, stupéfait par la prévoyance de cet homme qu'on croyait diminué. « Mais comment avez-vous... » « On ne dirige pas une entreprise pendant 40 ans sans apprendre quelques astuces, » sourit Marcel. Malheureusement, ces preuves ne suffiront peut-être pas. Camille est brillante, elle a pris soin de couvrir ses traces. Ce qu'il nous faut, c'est la prendre en flagrant délit. Comment ? L'Assemblée générale, dans 10 jours. C'est là qu'elle compte me faire signer les documents qui lui donneront le contrôle total. Si nous pouvons prouver qu'elle m'a délibérément drogué pour obtenir ces signatures, un bruit soudain dans le couloir les fit sursauter. Mathilde apparut, le visage tendu. « Mademoiselle Camille vient de rentrer, » chuchota-t-elle. « Elle n'est pas seule. » Marcel serra brièvement le bras de Lucas. « Partez, maintenant. Par la porte-fenêtre, traversez le jardin. Et Lucas, méfiez-vous. Ma fille ne recule devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. » Alors que Lucas se glissait discrètement hors de la maison,
Il entendit la voix de Camille dans le hall. Elle parlait à quelqu'un, sa voix inhabituellement animée. En contournant prudemment un bosquet, il aperçut par une fenêtre Camille en grande conversation avec un homme qu'il reconnut immédiatement, le docteur Vasseur. « Le dosage doit être parfait pour l'Assemblée, » disait-elle. « Je le veux docile mais conscient. Il doit comprendre ce qu'il signe, sinon les documents pourraient être contestés. »« C'est dangereux, Camille, » répondit le médecin. « Son organisme montre déjà des signes de résistance. Une dose plus forte pourrait provoquer des effets secondaires graves, voire irréversibles. Faites ce que je vous dis, Laurent. Vous êtes déjà trop impliqué pour reculer maintenant. » Lucas s'éloigna rapidement, le cœur battant à tout rompre. Dans sa poche, la clé USB semblait peser une tonne. Un poids de responsabilité, de vérité et de danger. De retour au centre Espoir, Lucas trouva Sophie encore éveillée, l'attendant avec impatience. Jeanne était également présente, son visage tendu trahissant la gravité des nouvelles qu'elle apportait. « Les analyses sont revenues », annonça-t-elle sans préambule lorsque Lucas entra. « C'est pire que ce que nous pensions. » Elle étala plusieurs documents sur la table. Ces comprimés contiennent un cocktail dangereux, benzodiazépine à haute dose, antihistaminique modifié et traces d'un composé expérimental que je n'ai pas pu identifier complètement. Cette combinaison peut provoquer confusion, amnésie, suggestibilité accrue et, à long terme, des lésions neurologiques permanentes. « Mon Dieu !» murmura Sophie. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Jeanne. « J'ai fait des recherches sur le docteur Vasseur. Il y a 3 ans, il a été discrètement écarté de l'hôpital Édouard Herriot suite à des accusations d'expérimentation non autorisée sur des patients. L'affaire a été étouffée, probablement, grâce à des relations haut placées. » Lucas sortit la clé USB de sa poche. « Marcel m'a donné ça ce soir. Il dit que ça contient des preuves, documents, enregistrements, son journal personnel. » Ils connectèrent la clé à l'ordinateur de Sophie. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs attentes les plus sombres. Marcel avait méticuleusement documenté l'évolution de ses symptômes, établissant des corrélations précises avec les moments où il prenait les médicaments fournis par Camille. Plus troublants encore étaient les enregistrements audio, des conversations entre Camille et le docteur Vasseur, discutant ouvertement du dosage nécessaire pour maintenir Marcel dans un état de confusion sans provoquer de dommages trop évidents. Mais le document le plus révélateur était un email de Camille à un avocat offshore détaillant son plan pour transférer progressivement les actifs de l'Effort pharmaceutique vers des sociétés écrans qu'elle contrôlait personnellement, le tout devant culminer avec la signature de documents lors de la prochaine assemblée. « Général, c'est accablant, » dit Sophie après plusieurs heures d'examen minutieux. « Avec tout ça, nous pourrions aller directement à la police. » « Pas si simple, » objecta Lucas. « Camille pourrait prétendre que ces fichiers ont été falsifiés et les enregistrements ont été obtenus sans consentement. Leur admissibilité juridique est discutable. Sans compter qu'elle a probablement des contacts haut placés, » ajouta Jeanne. « Si nous ne présentons pas un dossier absolument inattaquable, elle pourrait s'en sortir. » Marcel a suggéré de la prendre en flagrant délit, dit Lucas, lors de l'Assemblée générale dans 10 jours. Comment ? Je ne sais pas encore. Mais il a raison. Si nous pouvons prouver qu'elle le drogue délibérément pour lui faire signer ces documents, ce serait irréfutable. Ils élaborèrent un plan audacieux. Sophie utiliserait ses anciens contacts pour se faire embaucher comme personnel temporaire pour l'organisation de l'Assemblée générale. Lucas, de son côté, accepterait l'offre de Camille, gagnant ainsi un accès privilégié à l'entreprise. Jeanne se chargerait de préparer un dossier médical complet sur les substances utilisées et leurs effets, à présenter aux autorités le moment venu. Le lundi suivant, Lucas se présenta au bureau de Camille. « J'accepte votre offre », annonça-t-il simplement. Un sourire satisfait étira les lèvres de Camille. « Sage décision. Vous commencez aujourd'hui comme mon assistant personnel. Adrien vous montrera votre nouveau bureau et vos responsabilités. » Le changement de statut fut vertigineux. En quelques heures, Lucas passa d'agent d'entretien invisible à assistant de direction, avec un bureau adjacent à celui de Camille, un ordinateur dernier cri et un salaire multiplié par 5. Le message était clair. La loyauté envers Camille Lefort payait généreusement. Premier ordre du jour,
lui annonça Camille lors de leur première réunion. L'Assemblée générale du 15, c'est un événement crucial pour l'avenir de l'entreprise. Je veux que tout soit parfait. Elle lui remit une liste de tâches longues et détaillées. Réservation, invitation, préparation des dossiers. Au milieu de cette liste apparemment anodine, se trouvait une mention qui fit frémir Lucas. Coordination avec le docteur Vasseur pour le traitement spécial de Monsieur Lefort avant la réunion. Un problème ? Demanda Camille, remarquant son hésitation. Non, madame, je m'occupe de tout. Les jours suivants furent un exercice d'équilibrisme constant pour Lucas. Le jour, il jouait parfaitement son rôle d'assistant dévoué, gagnant progressivement la confiance de Camille. Le soir, il rejoignait Sophie et Jeanne pour partager les informations recueillies et affiner leur stratégie. Marcel, quant à lui, continuait sa résistance silencieuse. Il feignait de prendre ses médicaments tout en documentant méticuleusement chaque interaction avec sa fille. Cependant, son état restait précaire. Des années d'abus de substances avaient laissé des séquelles que même l'arrêt du traitement ne pouvait effacer complètement. Certains jours, sa lucidité était totale. D'autres, il luttait contre des vagues de confusion et de faiblesse qui le submergeaient sans prévenir. Le 5e jour après son embauche, Lucas fut convoqué dans le bureau de Camille en fin de journée. Elle l'attendait, un verre de cognac à la main, l'air étrangement détendu. « Asseyez-vous, Lucas. Un verre ?»« Non merci, madame. » Elle sourit. Toujours aussi formelle. « Vous pouvez m'appeler Camille, vous savez ? Après tout, nous travaillons étroitement ensemble maintenant. » Elle fit tourner lentement le liquide ambré dans son verre, observant Lucas avec une intensité troublante. « Vous faites du bon travail, très bon même, presque trop bon pour quelqu'un qui n'a jamais occupé un tel poste auparavant. » Lucas sentit une goutte de sueur froide couler le long de son dos. « J'apprends vite. » En effet. Elle posa son verre et se pencha en avant. « Savez-vous pourquoi je vous ai vraiment engagé, Lucas ? Pour ma discrétion, vous l'avez dit. Pas seulement. Je vous ai choisi parce que je vous trouve intéressant. Vous n'êtes pas comme les autres employés, servile, prévisible. Vous avez une détermination que j'admire. » L'atmosphère dans la pièce avait changé, chargée d'une tension indéfinissable. Camille se leva et contourna lentement son bureau, s'approchant de Lucas. « L'Assemblée générale approche. Un moment décisif. J'aurai besoin de personne. De confiance à mes côtés. » Elle s'arrêta juste devant lui. « Êtes-vous cette personne, Lucas ?»« Bien sûr, » répondit-il, soutenant son regard sans ciller. Elle sourit, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. « Nous verrons. D'ici là, j'ai une mission particulière pour vous. Mon père semble résistant à son traitement ces derniers temps. Je soupçonne qu'il ne prend pas correctement ses médicaments. J'aimerais que vous le surveilliez discrètement. Rapportez-moi ses faits et gestes, qui il voit, à qui il parle. Vous voulez que j'espionne votre père ? Je veux que vous m'aidiez à le protéger, Lucas. De lui-même, principalement. Son état mental est fragile. Qui sait ce qu'il pourrait faire sous l'influence de ses délires ? Lucas acquiesça lentement. Je comprends. Parfait. Vous commencerez demain. Mon père vous connaît. Il vous fait confiance. Utilisez cela. Après cette conversation troublante, Lucas quitta l'entreprise avec un sentiment d'urgence accru. Il contacta immédiatement Sophie, qui avait réussi à se faire embaucher comme assistante temporaire pour l'organisation de l'Assemblée générale. « Camille me soupçonne », expliqua-t-il lors de leur rencontre dans un café discret. « Elle veut que je surveille Marcel. Ou c'est un test de loyauté, suggéra Sophie, pour voir si tu lui rapporteras fidèlement ce que fait son père. Quoi qu'il en soit, nous manquons de temps. L'Assemblée est dans 5 jours et nous n'avons toujours pas de plan concret pour prouver ce qu'elle fait. » Sophie sortit discrètement une petite boîte de son sac. « Jeanne a apporté ceci aujourd'hui, des détecteurs chimiques instantanés. Ils changent de couleur en présence de certaines substances, notamment celles que nous avons identifiées dans les comprimés de Marcel. Si nous pouvions prouver que Camille met ces substances dans la nourriture ou les boissons de son père, juste avant l'Assemblée, exactement. Mais nous devons être extrêmement prudents. Un faux pas et tout est perdu. » Le lendemain, conformément aux instructions de Camille, Lucas commença à surveiller Marcel. Cette mission imposée s'avéra être une opportunité précieuse. Elle lui donnait une excuse légitime pour passer du temps avec le vieil homme,
sans éveiller les soupçons. Lors de leur première rencontre dans ce nouveau contexte, Marcel comprit immédiatement la situation. « Ma fille vous a demandé de me surveiller », affirma-t-il dès qu'ils furent seuls dans son bureau. « Oui », admit Lucas. « Elle soupçonne que vous ne prenez pas vos médicaments. » Un sourire fugace passa sur le visage fatigué de Marcel. « Elle a raison. Ma tête n'a jamais été aussi claire depuis des mois. » Son expression redevint grave. « Mais le temps presse. » L'assemblée approche et Camille devient de plus en plus déterminée. Il baissa la voix bien qu'il soit seul. « Hier soir, elle a insisté pour que je prenne mes médicaments devant elle. J'ai dû les avaler et les régurgiter plus tard. C'était déplaisant mais nécessaire. »« Nous avons un plan, » murmura Lucas, lui expliquant rapidement l'idée des détecteurs chimiques. « Si nous pouvons prouver qu'elle vous drogue juste avant l'assemblée... » Marcel réfléchit un moment. « C'est risqué, mais ça pourrait fonctionner. Connaissant Camille, elle voudra s'assurer que je suis coopératif pour la signature des documents. Elle insistera probablement pour que je prenne un fortifiant ou quelque chose de similaire juste avant. Comment pouvons-nous être sûrs d'être présents à ce moment-là? Vous serez présent en tant que son assistant. Quant à Sophie, si elle travaille à l'organisation, elle pourra trouver une raison d'être dans la pièce. » Ils affinèrent leur plan, conscients des risques énormes qu'ils prenaient. Si Camille découvrait leur complot, les conséquences seraient désastreuses, non seulement pour leur carrière, mais potentiellement pour leur sécurité. Ce soir-là, en quittant le bureau de Marcel, Lucas fut interpellé par Adrien, le responsable de la sécurité, dont le regard suspicieux n'avait rien de rassurant. « Vous passez beaucoup de temps avec le vieux, » remarqua-t-il. « Mademoiselle Lefort vous a demandé de le surveiller, pas de devenir son confident. »« Je gagne sa confiance, » répondit calmement Lucas. « C'est le meilleur moyen de savoir ce qu'il pense vraiment. » Adrien s'approcha, envahissant délibérément son espace personnel. « Un conseil, petit génie, ne jouez pas à des jeux que vous ne maîtrisez pas. Camille Lefort n'est pas du genre à pardonner la trahison. » Alors qu'il s'éloignait, Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Le cercle se resserrait. Leur plan devait fonctionner du premier coup. Il n'y aurait pas de seconde chance. À 3 jours de l'assemblée, un nouvel élément vint compliquer la situation. Camille annonça qu'elle organisait une petite réception la veille de l'événement, réunissant les principaux actionnaires et membres du conseil. Marcel serait naturellement présent, jouant le rôle du patriarche bienveillant, passant symboliquement le flambeau à sa brillante héritière. Ce sera l'occasion parfaite de rassurer tout le monde sur l'avenir de l'entreprise, expliqua Camille, lors d'une réunion préparatoire. Mon père fera une brève allocution. Rien de compliqué, juste quelques mots de confiance en ma capacité à poursuivre son œuvre. Son regard s'attarda sur Lucas. Vous vous assurerez qu'il est au meilleur de sa forme ce soir-là. Le docteur Vasseur vous fournira des instructions précises. Lucas comprit le message implicite. Cette réception n'était pas qu'une formalité sociale. C'était une répétition générale pour l'Assemblée, une façon pour Camille de s'assurer que son père serait suffisamment lucide pour paraître consentant, mais assez confus pour ne pas contester ses décisions. Le piège se refermait, le temps jouait contre eux, et au milieu de ce jeu dangereux, 3 vies étaient suspendues aux actions d'une femme prête à tout pour obtenir ce qu'elle considérait comme son dû. La veille de la réception, Lucas, Sophie et Jeanne se réunirent une dernière fois pour finaliser leur plan. Dans l'appartement modeste de Sophie, loin des oreilles indiscrètes, ils passèrent en revue chaque détail, chaque variable, chaque scénario possible. « Résumons », dit Sophie, étalant un plan des lieux sur la table de la cuisine. La réception commence à 19h dans le grand salon du siège de Lefort Pharmaceutique. Marcel doit prononcer son discours à 20h30. Connaissant Camille, elle voudra s'assurer qu'il est dans l'état optimal juste avant, poursuivit Lucas. Probablement dans son bureau privé qui se trouve ici. Il pointa une pièce sur le plan. C'est à ce moment que nous devons intervenir. Jeanne sortit 3 petits dispositifs de son sac. Voici les détecteurs chimiques. Ils ressemblent à des stylos ordinaires, mais si vous les trempez dans un liquide contenant les substances que nous recherchons, l'extrémité change de couleur, du blanc au bleu foncé. Et nous aurons besoin de preuves visuelles, ajouta Sophie, montrant une minuscule caméra dissimulée dans une broche. Je porterai celle-ci. Lucas, tu auras celle-ci.
Elle lui tendit ce qui semblait être un bouton de manchette classique. « Une fois que nous aurons la preuve, que faisons-nous » demanda Lucas. « Appeler la police immédiatement » Sophie secoua la tête. « Trop risqué. Camille pourrait faire disparaître les preuves avant leur arrivée. Non, nous devons être plus stratégiques. » L'Assemblée générale intervint. « Jeanne, c'est là que tout doit se jouer, devant les actionnaires, les membres du conseil, la presse. » « Exactement, » confirma Sophie. « Nous réunissons nos preuves demain soir, puis nous préparons notre coup d'éclat pour l'Assemblée. Un moment où Camille ne pourra ni fuir, ni dissimuler la vérité. » Ils discutèrent des derniers détails jusque tard dans la nuit, conscients que le moindre faux pas pourrait tout compromettre. Avant de se séparer, ils partagèrent un moment de silence, chacun mesurant les risques personnels qu'ils prenaient pour cette cause. « Pourquoi faisons-nous cela » demanda soudain Lucas. Marcel, Lefort n'est pas un saint. C'est un homme d'affaires impitoyable qui a probablement écrasé bien des gens pour bâtir son empire. Pourquoi risquer nos vies pour lui? Sophie le regarda longuement avant de répondre. Ce n'est pas pour lui que je le fais. C'est pour ce qui est juste. Personne ne mérite d'être manipulé, empoisonné par son propre enfant. Et si nous restons silencieux face à une telle injustice, nous en devenons complices, compléta Jeanne. Parfois, il faut se tenir debout, même quand c'est effrayant. Surtout quand c'est effrayant. Lucas acquiesça, leurs paroles résonnant profondément en lui. Toute sa vie, il avait subi les circonstances, victime passive d'un système qu'il avait marginalisé. Pour la première fois, il choisissait activement son destin, se battait pour quelque chose de plus grand que lui-même. Le jour de la réception arriva, chargé d'une tension palpable. Lucas passa la matinée à coordonner les Isitsasa, derniers préparatifs, jonglant entre ses responsabilités officielles d'assistant de Camille et sa mission secrète. À plusieurs reprises, il croisa Adrien dont le regard suspicieux ne le quittait pas, comme s'il pressentait que quelque chose se tramait. Vers midi, le docteur Vasseur se présenta au bureau de Camille. Lucas, stratégiquement positionné dans son propre bureau adjacent, laissa la porte entr'ouverte pour écouter leur conversation. « Tout est prêt ?» demanda Camille sans préambule. « Oui, voici pour ce soir. » Vasseur lui remit discrètement un petit flacon. 2 gouttes dans sa boisson, 15 minutes avant son discours. Cela le rendra docile mais capable de parler de manière cohérente. Et pour demain, l'Assemblée est cruciale, Laurent. Il doit être suffisamment présent pour signer les documents de son plein gré, mais pas assez lucide pour comprendre toutes les implications. C'est un équilibre délicat, Camille. Son organisme montre des signes de résistance aux traitements habituels. J'ai dû augmenter certains composants. Des risques? Un silence. À court terme, non. À long terme, des dommages neurologiques sont possibles. Mais vous m'avez assuré que ce n'était qu'une mesure temporaire, jusqu'à ce que les transferts soient finalisés. Le rire de Camille, froid et sans joie, glaça le sang de Lucas. Bien sûr, Laurent. Temporaire. Après le départ du médecin, Lucas attendit quelques minutes avant d'entrer dans le bureau de Camille, feignant d'avoir une question sur l'organisation de la soirée. Son regard balaya discrètement la pièce, repérant le petit flacon posé sur un coin du bureau. « Tout est en ordre pour ce soir ?» demanda Camille, rangeant précipitamment le flacon dans un tiroir qu'elle verrouilla. « Parfaitement, madame. Les traiteurs arrivent à 17 h. Le service de sécurité est renforcé, comme vous l'avez demandé, et j'ai confirmé la présence de tous les invités clés. Excellent. Et mon père? Il se repose dans ses appartements. Sa gouvernante m'a assuré qu'il serait prêt à temps. » Camille sourit, satisfaite. « Vous avez fait du bon travail, Lucas. Je n'oublierai pas votre loyauté quand tout ceci sera terminé. » Ces mots, prononcés comme une promesse, sonnèrent comme une menace aux oreilles de Lucas. Quelle serait sa place dans l'empire reconfigué de Camille une fois qu'elle aurait écarté son père? Il préférait ne pas y penser. La journée s'écoula avec une lenteur insupportable. À 18 h, les premiers préparatifs de la réception battaient leur plein. Sophie était arrivée avec l'équipe de service temporaire, sa présence remarquablement discrète malgré la tension qui l'habitait. Jeanne, quant à elle, attendait dans une voiture à quelques rues de là, prête à intervenir si nécessaire. À 19 h précises, les invités commencèrent à arriver. Actionnaires importants, membres du conseil d'administration,
quelques journalistes économiques triés sur le volet. Camille les accueillait avec une grâce calculée, incarnant déjà la future dirigeante de l'entreprise familiale. Marcel fit son entrée à 19h30, escorté par sa gouvernante Mathilde. Malgré sa fragilité évidente, il conservait une prestance naturelle, une aura de dignité qui commandait le respect. Vêtu d'un costume sur mesure qui dissimulait sa récente perte de poids, il se déplaçait lentement mais sûrement parmi les invités, échangeant quelques mots avec ceux qu'il reconnaissait. Lucas l'observait attentivement. Marcel semblait plus lucide qu'il ne l'avait été depuis des semaines, signe que son abstinence forcée des médicaments de Camille portait ses fruits. Mais cette clarté mentale était à double tranchant. Plus il paraissait alerte, plus Camille serait déterminée à le stabiliser avant son discours. À 20h15, l'inévitable se produisit. Camille s'approcha de son père, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Avec un hochement de tête résigné, Marcel la suivit vers son bureau privé. C'était le moment que toute l'équipe attendait. Lucas échangea un regard furtif avec Sophie qui se dirigea discrètement vers le couloir menant au bureau. Lui-même prétexta une vérification de dernière minute pour le discours et emboîta le pas à Camille et Marcel, maintenant une distance prudente. Dans le bureau faiblement éclairé, Camille versa un verre de whisky, la boisson préférée de son père, et sortit le flacon que Vasseur lui avait remis. « Tu sembles fatigué, papa », dit-elle d'une voix faussement préoccupée. « Ce petit remontant t'aidera à tenir pendant ton discours. » Marcel regarda le verre avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ?»« Juste un fortifiant que le docteur Vasseur a prescrit. Rien de plus. »« Je me sens parfaitement bien, Camille. Je n'ai besoin d'aucun fortifiant. » Le visage de Camille se durcit imperceptiblement. « Papa, ne sois pas déraisonnable. Nous avons des dizaines d'invités qui attendent de t'entendre. Tu ne voudrais pas les décevoir, n'est-ce pas ?» Marcel soutint son regard, et pendant un instant, Lucas crut qu'il allait refuser catégoriquement. Mais le vieil homme sembla reconsidérer sa position. « Très bien, dit-il finalement. Mais je préférerais du champagne. Le whisky est trop fort pour moi ce soir. » Camille hésita puis acquiesça. « Comme tu voudras. » Elle sortit pour demander à un serveur d'apporter du champagne, laissant momentanément Marcel seul. Lucas saisit cette opportunité pour entrer rapidement dans le bureau. « Elle va mettre quelque chose dans votre verre, » murmura-t-il. « Nous devons agir maintenant. » Marcel acquiesça. « Je sais, soyez prêts. » Camille revint avec 2 coupes de champagne. « Lucas, que faites-vous ici ?»« Je venais juste apporter les dernières modifications au discours de Monsieur Lefort, » répondit-il sans se démonter. « Ce ne sera pas nécessaire. Mon père connaît parfaitement son texte. Vous pouvez nous laisser. » « Bien sûr. Pardonnez mon intrusion. » Lucas se dirigea vers la porte mais s'arrêta au seuil. « Oh, j'allais oublier. Le responsable du protocole demande si vous souhaitez que les actionnaires principaux soient placés au premier rang pour le discours. » Cette diversion délibérée fonctionna. Camille se tourna vers lui, visiblement agacée par cette question triviale. « Évidemment, c'est la procédure habituelle. » Pendant ce bref échange, Marcel, avec une dextérité surprenante pour un homme de son âge, échangea les 2 coupes de champagne posées sur le bureau. Le geste fut si rapide, si fluide, que même Lucas, qui l'observait du coin de l'œil, eut du mal à le percevoir. « Je m'en occupe immédiatement », dit Lucas en s'inclinant légèrement avant de sortir. Dans le couloir, il croisa Sophie qui s'était positionnée stratégiquement près de la porte, sa broche caméra orientée vers l'intérieur du bureau, dont la porte était restée entr'ouverte. À l'intérieur, Camille s'approcha de son père, tenant les 2 coupes. « À ton dernier discours en tant que PDG actif, » dit-elle en lui tendant une coupe, celle qu'elle croyait avoir préparée pour lui. Marcel prit le verre, son visage ne trahissant aucune émotion. « À l'avenir de Lefort pharmaceutique, » répondit-il, sobrement. Ils trinquèrent. Marcel fit semblant de boire une gorgée, tandis que Camille vida presque la moitié de sa coupe d'un trait. Dans le couloir, Lucas et Sophie échangèrent un regard tendu. Le piège était en place. « Nous devrions rejoindre nos invités, » suggéra Marcel après un moment. « Mon discours est prévu dans quelques minutes. »« Bien sûr, papa, comment te sens-tu ?»« Étonnamment bien, » répondit-il avec un léger sourire. Ils sortirent du bureau, Marcel marchant d'un pas étonnamment assuré. Dans le couloir, il fit un imperceptible signe de tête à Lucas,
confirmant que l'échange avait fonctionné. 10 minutes plus tard, alors que Marcel montait sur l'estrade pour commencer son discours, Lucas remarqua que Camille, normalement si composée, semblait légèrement désorientée. Elle clignait des yeux plus souvent que d'habitude, comme si elle luttait pour maintenir sa concentration. Marcel, en revanche, délivra un discours éloquent et parfaitement maîtrisé, évoquant l'histoire de l'entreprise et sa vision pour l'avenir, sans mentionner explicitement le transfert de pouvoir que Camille avait soigneusement chorégraphié. Lorsqu'il conclut sous les applaudissements, Camille monta le rejoindre sur l'estrade, visiblement contrariée malgré son sourire. Du façade, elle s'approcha du micro, mais ses paroles semblaient légèrement décousues, son élocution moins précise qu'à l'accoutumée. « Je voudrais remercier mon père pour ces mots inspirants, » dit-elle, luttant visiblement pour articuler clairement. Comme vous pouvez le constater malgré les rumeurs sur sa santé, il reste parfaitement capable de diriger cette entreprise. Des murmures confus parcoururent l'assistance. Ce n'était pas ce que Camille avait prévu de dire. Elle devait au contraire suggérer subtilement que son père, bien que brillant, avait besoin de passer le relais. Marcel reprit délicatement le micro. « Ma fille est très émue ce soir, » dit-il avec un sourire bienveillant. « Elle travaille si dur pour l'entreprise qu'elle en oublie parfois de se reposer. Peut-être devrions-nous lui accorder un moment de répit ?» Adrien, qui observait la scène avec une inquiétude grandissante, s'approcha rapidement de l'estrade pour aider Camille à descendre. Elle chancelait légèrement, son visage trahissant une confusion croissante. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-elle en s'agrippant à son bras. « Vous ne vous sentez pas bien, mademoiselle Lefort ?» répondit-il assez fort pour être entendu des invités proches. « La fatigue, sans doute. Laissez-moi vous raccompagner. » Tandis qu'Adrien escortait Camille hors de la salle, Marcel reprit le contrôle de la situation avec une autorité renouvelée, remerciant les invités et clôturant élégamment la réception. Lucas et Sophie se retrouvèrent discrètement dans un coin du hall. « Ça a marché, » chuchota-t-elle. « J'ai tout enregistré. » Camille versant le produit dans le verre, l'échange des coupes, tout. « Elle a bu sa propre médecine, » murmura Lucas. « Mais ce n'est que la première manche. Demain, lors de l'Assemblée générale, nous devrons dévoiler toute la vérité. Et maintenant ? Maintenant, nous devons voir Marcel, finaliser notre plan pour demain. Camille sera furieuse quand elle comprendra ce qui s'est passé ce soir. » Sophie acquiesça gravement, et dangereuse, plus que jamais. Ils ignoraient alors à quel point cette prédiction allait se révéler exacte. Dans son bureau, où Adrien l'avait ramené, Camille Lefort, bien que désorientée par les effets des substances qu'elle avait ingérées, comprenait parfaitement qu'elle venait d'être piégée, et dans son esprit embrumé mais toujours calculateur, un nouveau plan prenait forme. Un plan désespéré, mais potentiellement dévastateur pour ceux qui osaient se dresser contre elle. Après la réception, Marcel invita discrètement Lucas et Sophie à le rejoindre dans sa résidence privée des Monts d'Or. Sous prétexte de raccompagner le vieil homme fatigué, Lucas put quitter la soirée sans éveiller de soupçons, tandis que Sophie les rejoignit plus tard, une fois ses obligations de service terminées. La demeure Lefort, imposante bâtisse, du XIXe siècle nichée au milieu d'un parc arboré, semblait différente dans le silence de la nuit, moins intimidante, presque vulnérable. Mathilde, la gouvernante, les accueillit avec une discrétion née de décennies de service dans les grandes maisons. « Mademoiselle Camille a appelé », informa-t-elle Marcel, alors qu'il s'installait dans la bibliothèque. « Elle ne rentrera pas ce soir. Monsieur Adrien l'a conduite chez elle. » Marcel hocha la tête, un pli soucieux barrant son front. « Merci, Mathilde. Vous pouvez vous retirer. » Une fois seuls, ils purent enfin parler librement. Jeanne les avait rejoints, apportant avec elle les résultats des analyses et d'autres documents médicaux cruciaux. « C'était risqué, » commença Marcel, mais brillamment exécuté. « Pour la première fois depuis des mois, j'ai pu m'exprimer sans l'ombre de ma fille planant sur moi, sans cette brume chimique obscurcissant mes pensées. » « Camille a bu son propre poison, » dit Sophie. « Un juste retour des choses. »« Ne sous-estimez pas sa capacité de réaction, » avertit Marcel. « Je connais ma fille. Elle est comme moi, peut-être en pire. Elle ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. »« C'est pourquoi nous devons agir décisivement demain, » intervint Jeanne.
J'ai analysé l'échantillon que nous avons prélevé ce soir. Elle sortit un document de son dossier. C'est un cocktail sophistiqué, benzodiazépine modifiée, antihistaminique puissant et une substance expérimentale développée par l'Euphor Pharmaceutique, projet XR27. Marcel pâlit visiblement. XR27, c'est impossible. Ce projet a été abandonné il y a 3 ans précisément à cause de ses effets secondaires neurologiques potentiellement irréversibles. Apparemment, le docteur Vasseur a poursuivi les recherches en secret, expliqua Jeanne. Les documents que nous avons trouvés suggèrent qu'il utilisait des installations non déclarées, financées par des fonds détournés de l'entreprise. Avec la complicité de Camille, ajouta Sophie. Ces empreintes digitales sont partout. Transfert d'argent, autorisation spéciale, rencontre confidentielle avec Vasseur. Lucas, qui était resté silencieux, observant attentivement Marcel, prit enfin la parole. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi prendre de tels risques? Camille est votre fille, votre héritière légitime. L'entreprise lui reviendrait naturellement un jour. Marcel soupira profondément, le poids des années et des regrets semblant soudain l'écraser. Ce n'est pas si simple. Oui, Camille est ma fille biologique, mais notre relation a toujours été compliquée. Il se leva péniblement et s'approcha d'une photographie encadrée sur la cheminée. Une femme d'une beauté saisissante, aux yeux intelligents qui semblaient fixer l'objectif avec un mélange de défi et de mélancolie. Claire, ma femme. La mère de Camille. Elle nous a quittés quand Camille avait 8 ans. Un accident de voiture. Sa voix trembla, légèrement. Du moins, c'est la version officielle. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. La vérité, poursuivit Marcel, c'est que Claire souffrait de troubles bipolaires sévères. Cette nuit-là, elle a eu un épisode particulièrement violent. Elle a tenté de nous faire du mal à Camille et moi. Dans sa confusion, elle a pris la voiture et il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Camille a tout vu, à 8 ans. Imaginez le trauma. Il se tourna vers eux, son visage ravagé par l'émotion. J'ai fait ce que j'ai cru être le mieux. J'ai protégé Camille des rumeurs, des regards apitoyés. J'ai bâti autour d'elle une forteresse de rationalité, d'excellence, de contrôle. Je pensais la sauver de la fragilité de sa mère. Mais vous l'avez privée d'une partie essentielle d'elle-même, murmura Sophie. Les émotions, la vulnérabilité, l'empathie. Exactement. En voulant la protéger, j'ai créé quelque chose de froid, de calculateur, une version extrême de moi-même. Marcel revint s'asseoir lourdement. Et il y a 6 mois, j'ai pris une décision qui a tout précipité. Il leur expliqua comment, prenant conscience des méthodes impitoyables de Camille et de son manque total d'éthique, il avait modifié son testament et les statuts de l'entreprise. Désormais, une part significative de ses actions personnelles devait revenir à une fondation dédiée à la recherche sur les maladies mentales en mémoire de Claire. Quant à la direction de l'entreprise, elle serait confiée à un conseil de surveillance indépendant, Camille n'en étant qu'un membre parmi d'autres. Quand elle l'a découvert, sa rage était terrifiante. Pour la première fois, j'ai vu clairement ce qu'elle était devenue, ce que j'avais contribué à créer. Et j'ai compris qu'elle ne s'arrêterait devant rien pour obtenir ce qu'elle considérait comme son dû. D'où son plan pour vous faire passer pour mentalement incapable, conclut Lucas, pour invalider vos décisions récentes et prendre le contrôle total avant que ces changements ne deviennent effectifs. Précisément. L'Assemblée générale de demain est sa dernière chance. Si elle obtient ma signature sur ces documents, tout ce que j'ai mis en place pour limiter son pouvoir sera annulé. Sophie consulta sa montre. Il est presque minuit. L'Assemblée commence à 10 heures. Nous devons finaliser notre plan. Ils passèrent l'heure suivante à élaborer une stratégie minutieuse. Marcel, en tant que PDG encore en fonction, avait un contrôle total sur le déroulement de l'Assemblée. Il pouvait modifier l'ordre du jour, interrompre les procédures, prendre la parole à tout moment. « Voici ce que je propose », dit-il finalement. « Nous laissons l'Assemblée commencer normalement. Camille présentera son rapport, exposera sa vision pour l'avenir de l'entreprise. Puis, juste avant le vote crucial sur le transfert de pouvoir, j'interviendrai. »« Avec les preuves que nous avons recueillies ?» demanda Lucas. « Exactement. Sophie, tu seras présente en tant que personnel d'organisation. Lucas, en tant qu'assistant. De Camille.
Jeanne attendra à proximité avec les analyses médicales complètes et un médecin indépendant que nous avons contacté. Et si Camille tente d'intervenir? De vous faire taire? Le regard de Marcel se durcit. Elle ne le pourra pas. Pas devant les actionnaires, la presse, les membres du conseil. Sa réputation est tout pour elle. C'est sa seule faiblesse. Alors qu'il finalisait les derniers détails, un bruit soudain les fit sursauter. Le fracas d'une porte qu'on ouvre violemment, suivi de pas rapides dans le couloir. La porte de la bibliothèque s'ouvrit brutalement, révélant Camille, le visage livide de rage accompagné d'Adrien et de deux hommes à l'allure peu avenante. « Quelle touchante petite réunion !» siffla-t-elle. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient d'une fureur glaciale. « Papa, toujours en train de comploter dans mon dos ?» Marcel se leva, confrontant sa fille sans fléchir. « Camille, je pensais que tu étais chez toi, à te remettre de ton indisposition. Surpris de me voir lucide, déçu que ton petit tour n'ait pas fonctionné plus longtemps. » Elle ricana. « Vasseur m'a donné un antidote, très efficace. Dommage que vous n'ayez pas pensé à cette éventualité. » Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur chacun d'eux. « Je dois reconnaître votre ingéniosité. Une équipe improbable. Un SDF, une assistante sociale et une infirmière déchue. Presque touchant. » Elle fit un pas en avant. « Mais c'est terminé. Vos petits jeux, vos investigations amateurs, vos complots pathétiques, terminés. »« Que comptes-tu faire, Camille ?» demanda calmement Marcel. « Nous sommes 4, des témoins, des preuves ont été rassemblées, sécurisées en plusieurs endroits. » Des preuves, elle éclata d'un rire sans joie. « Tu parles de ces enregistrements que tu as si soigneusement collectés, de ces analyses médicales, de ton précieux journal ?» Le sang de Marcel se glaça. Comment pouvait-elle savoir? Comme en réponse à sa question muette, Adrien s'avança, tenant un petit appareil électronique. Votre bureau, votre chambre, votre téléphone, tous étaient sous surveillance, monsieur. Le fort, depuis des semaines. Quant à vos preuves sécurisées, poursuivit Camille. Mes hommes sont en train de les récupérer en ce moment même. Le bureau de Madame Dumas au Centre Espoir, l'appartement de Mademoiselle Moreau, les serveurs où vous avez téléchargé vos fichiers, tout sera nettoyé avant l'aube. Sophie fit un pas en avant, défiant Camille du regard. Vous ne pouvez pas faire disparaître la vérité aussi facilement. Des gens savent, d'autres découvriront. Des gens? Le sourire de Camille s'élargit, révélant une cruauté qui figea Sophie. Qui exactement? Les jeunes de votre centre miteux. Les quelques infirmières qui travaillent avec Jeanne? Qui croira leurs paroles contre celles de Camille Lefort, héritière respectée d'un empire pharmaceutique? Elle se tourna vers Lucas. Quant à vous, monsieur Mercier, quelle déception. Je vous offrais tout. Position, sécurité, avenir. Et vous avez choisi la loyauté envers un vieil homme qui ne vous connaissait même pas il y a quelques semaines. J'ai choisi ce qui était juste, répondit simplement Lucas. Ce qui est juste, répéta Camille incrédule. Dans quel monde vivez-vous? La justice est un luxe que seuls les puissants peuvent s'offrir. Les gens comme vous devraient se préoccuper de survie, pas de principe. Elle fit un geste vers Adrien et les deux, hommes, emmenez-les, tous les trois. Assurez-vous qu'ils ne causent plus de problèmes jusqu'à demain soir. Camille! La voix de Marcel claqua comme un fouet. Si tu touches à un seul de leurs cheveux, je jure que... Que quoi, papa? L'interrompit-elle. Tu me déshériteras, tu appelleras la police, tu révéleras tout à l'Assemblée. Elle secoua la tête avec une fausse compassion. Tu ne feras rien de tout cela, parce que d'ici demain matin, tu seras de nouveau indisposé. Sévèrement indisposé. Elle sortit de sa poche un petit flacon. Une formule spéciale que Vasseur a préparée. Plus forte, plus permanente. Tu signeras les documents, puis tu te retireras dans une clinique privée pour un repos bien mérité. Long. Très long. Marcel pâlit, comprenant pleinement la menace. Tu ne peux pas faire ça, je suis ton père. Le visage de Camille se transforma, révélant momentanément une douleur ancienne, profonde. Mon père. Tu as cessé d'être mon père le jour où tu as décidé que je n'étais qu'une héritière à façonner, une extension de toi-même. Tu m'as élevé pour être impitoyable, efficace, pour voir le monde comme un échiquier. Et maintenant, tu es surpris que je joue pour gagner? Un silence lourd suivit ces paroles. Dans ce moment de vérité brutale, père et fille se regardèrent vraiment pour la première fois depuis des années,
peut-être des décennies. « Emmenez-les » répéta finalement Camille, sa voix retrouvant sa froideur habituelle. Alors qu'Adrien et ses hommes s'approchaient, Lucas échangea un regard rapide avec Sophie. Dans un mouvement coordonné, elle renversa brusquement une lourde lampe, créant une diversion momentanée. Lucas en profita pour se précipiter vers la fenêtre, l'ouvrant, d'un geste vif avant de lancer au dehors un petit objet que Marcel reconnut comme la clé USB contenant leurs preuves. « Espèce d'idiot !» rugit Adrien en l'attrapant brutalement par le col. « Qu'avez-vous fait ?» Lucas sourit calmement, assuré que la vérité ne puisse pas être nettoyée aussi facilement que vous le pensiez. Camille s'approcha de la fenêtre, scrutant l'obscurité du jardin. « Trouvez-la !» ordonna-t-elle aux 2 hommes qui l'accompagnaient. « Fouillez chaque centimètre du parc s'il le faut. » Se tournant vers les 3 conspirateurs, elle ajouta « Ça ne change rien. Demain, à cette heure-ci, le fort pharmaceutique sera entièrement sous mon contrôle. Et vous 3, vous regretterez d'avoir jamais croisé mon chemin. » Alors qu'Adrien et ses hommes les escortaient hors de la bibliothèque, Lucas croisa une dernière fois le regard de Marcel. Dans les yeux du vieil homme brillait une lueur nouvelle, un mélange de détermination et de quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Quelles que soient les épreuves que cette nuit leur réservait, la bataille n'était pas encore perdue, pas tant qu'ils refusaient d'abandonner. L'aube se levait sur Lyon, habillant la ville d'une lumière dorée qui contrastait cruellement avec l'obscurité de la situation. Dans une pièce isolée du sous-sol de la résidence Lefort, Lucas, Sophie et Jeanne étaient retenus depuis plusieurs heures. Une pièce austère, probablement utilisée autrefois comme cave à vin, reconvertie en prison improvisée. « Quelqu'un finira par nous chercher », dit Sophie, rompant un long silence. Sa voix trahissait plus d'espoir que de conviction. « Qui ?» répondit amèrement Jeanne. « Camille a probablement déjà fabriqué une histoire pour expliquer notre absence, une urgence familiale, une maladie soudaine. » Lucas, assis contre le mur, observait attentivement la serrure de la lourde porte qui les retenait. Ancien enfant des rues, il avait appris très tôt que peu de portes restaient fermées si l'on possédait les bons outils et la patience nécessaires. « Ce qui m'inquiète, c'est Marcel, dit-il. Camille va certainement tenter de le droguer avant l'assemblée, à condition qu'elle retrouve la clé USB, rappela Sophie. Sans cela, notre témoignage reste notre arme la plus puissante. Lucas sourit mystérieusement. À propos de cette clé, il fut interrompu par un bruit de pas dans le couloir. La porte s'ouvrit, révélant Adrien, le visage tendu, accompagné d'un des hommes qui les avait capturés la veille. « Debout !» ordonna-t-il sèchement. « Mademoiselle Lefort veut vous voir, tous les 3. » Ils furent conduits à travers la maison silencieuse jusqu'au bureau de Marcel. Camille les y attendait, l'air étrangement composé, malgré la nuit blanche évidente qu'elle venait de passer. Derrière elle, Marcel était assis dans un fauteuil, remarquablement alerte, ce qui surprit Lucas. Il s'attendait à le trouver déjà sous l'emprise des drogues de Camille. « Bonjour à tous », dit Camille avec une politesse glaciale. « J'espère que votre nuit n'a pas été trop inconfortable. » Personne ne répondit. Dans ce silence hostile, elle poursuivit « Nous avons un problème à résoudre, vous et moi, un problème de confiance mutuelle. »« De confiance ?» s'indigna Sophie. « Vous nous avez séquestrés. »« Et vous complotez pour me priver de mon héritage », répliqua calmement Camille. « Disons que nous sommes quittes sur ce point. » Elle fit le tour du bureau, s'arrêtant devant Lucas. « La clé USB. Nous avons fouillé le jardin toute la nuit. Elle reste introuvable. » « Quelle malchance !» répondit-il avec une satisfaction à peine dissimulée. Le visage de Camille se durcit momentanément, puis reprit son masque de contrôle. « J'admire votre loyauté, vraiment. Mais elle est mal placée. Mon père n'est pas le saint que vous imaginez. » Elle se tourna vers Marcel. « Dis-leur, papa. Dis-leur comment tu as bâti ton empire. Les concurrents écrasés, les essais cliniques. Douteux, les pots de vin au régulateur. » Marcel soutint son regard sans ciller. « Je ne prétends pas être un saint, Camille. J'ai fait des choix difficiles, parfois discutables, mais je n'ai jamais empoisonné un membre de ma famille pour m'emparer de son bien. » Empoisonné? Elle laissa échapper un rire bref. « Quelle dramatisation! Je t'ai administré des médicaments pour gérer ton déclin cognitif, un déclin que tu refuses obstinément de reconnaître. »« Nous savons tous les deux que c'est un mensonge, » répliqua doucement Marcel.
Camille l'ignora, se concentrant à nouveau sur ses prisonniers. « Voici ma proposition. Dans 1 heure, l'Assemblée générale commencera. Vous 3 y assisterez, en silence. Vous observerez mon père signer volontairement les documents de transfert d'autorité. Ensuite, vous serez libre de partir, avec une compensation financière généreuse pour votre discrétion future. » « Et si nous refusons ?» demanda Jeanne. « Alors, les choses deviendront considérablement plus compliquées. Pour vous, pour vos proches, pour les jeunes de votre centre, Madame Dumas, pour vos collègues infirmiers, Mademoiselle Moreau. » Son regard se posa sur Lucas. « Quant à vous, Monsieur Mercier, vous n'avez personne, n'est-ce pas? C'est à la fois votre force et votre plus grande faiblesse. » Lucas soutint son regard sans broncher. « Vous vous trompez. J'ai trouvé des personnes pour qui je suis prêt à tout risquer. C'est ma force, pas ma faiblesse. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Camille, une émotion fugace, indéchiffrable. Elle se détourna rapidement. « Réfléchissez à ma proposition. Vous avez jusqu'au début de l'Assemblée pour décider. » Sur un geste d'elle, Adrien les escorta hors de la pièce, non pas vers leur prison du sous-sol, mais vers un petit salon où un petit déjeuner avait été dressé. « Mangez, » ordonna-t-il avant de sortir. « Vous aurez besoin de force, quelle que soit votre décision. » Dès qu'ils furent seuls, Lucas se pencha vers ses compagnons. « La clé USB, » murmura-t-il. « Je ne l'ai pas vraiment jetée par la fenêtre hier soir. »« Quoi ?» s'exclama Sophie, stupéfaite. « C'était une ruse. La vraie clé... » Il tapota discrètement sa chaussure. « Elle est cachée dans la doublure de ma semelle depuis le début. Ce que j'ai lancé, c'était juste un leurre. »« Ingénieux, » admit Jeanne. « Mais ça ne nous aide pas beaucoup dans notre situation actuelle. »« Peut-être que si, » intervint Sophie pensive. « Camille semble confiante, mais elle est aussi nerveuse. Elle nous offre un marché parce qu'elle craint ce que nous pourrions révéler. »« Et Marcel, » ajouta Lucas. « Vous avez remarqué, il n'est pas drogué. Pourquoi Camille prendrait-elle ce risque à quelques heures de l'Assemblée? »« Peut-être qu'elle n'a pas osé, » suggéra Jeanne. « Après ce qui s'est passé hier soir, elle craint peut-être qu'il n'ait pris des précautions. » Ils discutèrent, à voix basse, élaborant rapidement un plan d'action. Quelles que soient les intentions de Camille, ils étaient déterminés à ne pas se soumettre. La vérité devait éclater pour Marcel, pour eux-mêmes, et pour tous ceux qui pourraient un jour se retrouver à la merci d'une personne comme Camille Lefort. À 9h30, Adrien vint les chercher pour les conduire au siège de Lefort. Pharmaceutique. Dans la limousine qui les y emmenait, Camille réitéra ses instructions. « Vous serez assis au fond de la salle. Vous ne parlerez à personne. Vous observerez silencieusement. Après la signature des documents, vous serez escortés vers la sortie. Vos compensations financières vous seront versées dès demain. Est-ce clair ?» Ils acquiescèrent en silence, chacun jouant son rôle dans cette mascarade forcée. Le siège de Lefort Pharmaceutique bourdonnait d'activité lorsqu'ils arrivèrent. Actionnaires, membres du conseil, cadres supérieurs et journalistes se pressaient dans le vaste auditorium où l'Assemblée allait se tenir. Marcel, arrivé séparément, était déjà sur l'estrade, échangeant courtoisement avec quelques membres éminents du conseil d'administration. Camille, dans un tailleur, bleu nuit impeccable, incarnait l'image même de la confiance et du professionnalisme. Rien dans son apparence ne trahissait la nuit de tension qu'elle venait de vivre, ni les mesures désespérées qu'elle avait prises. À 10 heures précises, l'Assemblée débuta. Après les formalités d'usage, Camille prit la parole pour présenter un rapport détaillé sur l'état de l'entreprise, sa vision stratégique et les changements organisationnels qu'elle proposait. Sa présentation brillante et assurée impressionna visiblement l'assistance. Puis vint le moment crucial, la présentation des documents de transfert d'autorité qui feraient officiellement de Camille la nouvelle PDG, reléguant Marcel à un rôle honorifique sans pouvoir réel. Avant de procéder au vote, annonça le président du conseil, Monsieur Lefort souhaite dire quelques mots. Marcel se leva lentement, parcourant l'assemblée du regard. Pendant un instant, son regard croisa celui de Lucas, et une compréhension silencieuse passa entre eux. « Mesdames et messieurs, » commença Marcel d'une voix forte qui démentait son apparente fragilité. « Depuis 50 ans, j'ai consacré ma vie à bâtir cette entreprise. J'y ai mis mon âme, mon énergie, parfois au détriment de choses plus importantes, comme ma famille.
Il jeta un regard vers Camille, dont le visage s'était figé en un masque impassible. Aujourd'hui, alors que nous nous trouvons à un carrefour décisif pour l'avenir de l'effort pharmaceutique, je me dois d'être totalement transparent avec vous tous. Camille se tendit visiblement, se préparant à intervenir si nécessaire. Ces derniers mois, poursuivit Marcel, des rumeurs ont circulé concernant ma santé, ma capacité à diriger. J'ai effectivement traversé une période difficile, mais pas pour les raisons que vous pourriez imaginer. Un murmure parcourut l'assemblée. Adrien, assis à côté de Lucas, Sophie et Jeanne, se redressa, soudain alerte. J'ai été victime d'une manipulation systématique visant à me faire paraître mentalement instable, une manipulation impliquant l'administration à mon insu de substances psychoactives puissantes. Le murmure se transforma en exclamation choquée. Camille se leva d'un bond. « Papa, tu n'es pas toi-même », dit-elle assez fort pour être entendue. C'est exactement ce dont nous parlions, ces épisodes paranoïaques. « Silence, Camille », ordonna Marcel avec une autorité qui la fit momentanément reculer. « Pour une fois dans ta vie, tu vas écouter. » Il fit signe à un technicien posté à l'arrière de la salle. Sur le grand écran derrière lui apparurent des documents médicaux, des analyses toxicologiques, des extraits de son journal personnel documentant méthodiquement l'évolution de ses symptômes. Ces preuves ont été rassemblées au cours des dernières semaines avec l'aide de personnes courageuses qui ont risqué leur sécurité pour découvrir la vérité. Il désigna Lucas, Sophie et Jeanne, attirant tous les regards vers eux. Adrien fit un mouvement pour les retenir, mais s'immobilisa en réalisant que toute l'attention de la salle était désormais fixée sur eux. Je vous présente Lucas Mercier, Sophie Dumas et Jeanne Moreau. Sans leur intervention, je serais probablement aujourd'hui dans un décennie. Nous allons avoir une conversation honnête, père à fille. Je ne sais pas si elle pourra un jour être pardonnée, ou même si elle voudra l'être. Mais je dois essayer. J'ai contribué à créer ce qu'elle est devenue. Je dois au moins tenter de comprendre, et peut-être d'aider à réparer. La réconciliation prend du temps, dit Sophie avec douceur. Mais elle n'est jamais impossible tant qu'il y a de la vie. Marcel acquiesça, reconnaissant cette sagesse simple, mais profonde. Puis, changeant délibérément de sujet, il leur parla de ses projets pour transformer sa grande demeure des Monts d'Or en un centre d'accueil pour jeunes en difficulté, associé à la fondation que dirigerait Sophie. « Il est temps que cette maison résonne de vie, de rire, d'espoir, » dit-il. Elle a été silencieuse trop longtemps. Alors que l'après-midi avançait, ils discutèrent de l'avenir avec un optimisme renouvelé. Dans cette pièce où, quelques semaines plus tôt, s'étaient jouées des scènes de trahison et de conflit, naissait maintenant quelque chose de nouveau. Une alliance improbable entre des personnes que tout séparait, unies par leur détermination à faire triompher la vérité et la justice. En quittant le bureau ce soir-là, Lucas s'arrêta un instant pour contempler la ville de Lyon qui s'étendait devant lui, ses lumières commençant à scintiller dans le crépuscule. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il appartenait quelque part, qu'il faisait partie de quelque chose qui le dépassait. Il pensa à Marcel, cet homme qui avait perdu sa fille bien avant de découvrir sa trahison. Perdu non pas à cause d'un désastre ou d'une rupture, mais à travers des années de distance émotionnelle, de priorités mal placées, d'amour inexprimé. Il pensa à Camille, façonnée par le trauma et l'ambition, devenue le reflet déformé des valeurs que son père lui avait inconsciemment inculquées. Il pensa à Sophie et Jeanne, ces femmes remarquables, qui avaient choisi de se tenir debout pour ce qui était juste, malgré les risques personnels. Et il pensa à lui-même, Lucas Mercier, autrefois invisible aux yeux de la société, désormais reconnu pour sa perspicacité, son courage, sa loyauté. L'histoire de l'effort pharmaceutique ne se terminerait pas avec un scandale, mais avec une renaissance. Une renaissance née de la vérité, aussi douloureuse fut-elle. Une renaissance qui prouvait que même les empires bâtis sur le contrôle et l'ambition pouvaient être transformés par l'humanité et la compassion. Marcel avait raison. Ce qui comptait vraiment, ce n'était pas le pouvoir ou la richesse, mais les liens que nous tissons